Radio J. Le Forum Radio J, Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour à tous et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité Hervé Marseille. Bonjour. Bonjour. L'accouchement aura donc été long, très long, mais hier, après près de 3 mois d'attente, le gouvernement de Michel Barnier a enfin été annoncé. Dans cette équipe, le bloc présidentiel occupe la moitié des postes et LR un peu moins. On décroche 11. Qu'attendre dans ce contexte du nouveau Premier ministre et de sa coalition dont vous faites partie? Comment répondre aux attentes des Français en matière de pouvoir d'achat, notamment de sécurité, de justice sociale, de politique fiscale? Une augmentation des impôts apparaît-elle évitable? Et pour commencer, Hervé Marseille, la mise en place du gouvernement Barnier, justement, on a envie de vous dire tout ça pour ça? Écoutez, on voit bien que la situation est extraordinairement compliquée. Il n'y a pas de majorité. Non, mais là, ça complique un peu plus à cause de la situation. Oui, mais il n'y a pas de majorité. C'est quoi l'alternative au Front populaire? Puisque le Front populaire nous srine depuis des mois, depuis les élections législatives, en disant, avec la méthode Coué, on a gagné. Vous dites l'alternative au Front populaire ou l'alternative à vous? L'alternative au Front populaire. Ouais. C'est quoi? Parce que le Front populaire dit, on a gagné. Bon, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. S'ils avaient gagné, ils auraient gagné la présidence de l'Assemblée nationale. Ils auraient plus de députés que les autres. Or, leur candidat, M. Chassaigne, a été battu par Mme Braun-Pivet. Donc c'est réglé. Il y a plus de députés pour Mme Braun-Pivet, c'est-à-dire pour une base parlementaire de 220 et quelques députés, que le Front populaire. Et alors on avance. En tout cas, en dépit de ce que vous dites, les critiques fusent tant à gauche qu'à l'extrême droite. Olivier Faure, par exemple, dénonce un gouvernement réactionnaire en forme de bras d'honneur à la démocratie. Il y a aussi une violente charge de la part de Raphaël Glucksmann, qui hier sur le réseau X a dit ça. Ce gouvernement Fillon, il ne dit pas Barnier, il dit Fillon, piétine la formidable mobilisation civique des Françaises et des Français le 7 juillet. Rien ne va dans cette séquence politique calamiteuse. Et il dit tout se paiera. Raphaël Glucksmann qui conclut: comment voulez-vous que le Front républicain fonctionne la prochaine fois si ça finit ainsi? Est-ce qu'il a vraiment tort? Si les socialistes, les véritables socialistes, les républicains socialistes, ceux qui sont un parti de gouvernement, avaient voulu travailler avec d'autres au service de la France, on n'en serait pas là. Aujourd'hui, ce sont des gens qui sont au service de M. Mélenchon. Le patron du Front populaire, il s'appelle M. Mélenchon. Et en matière de démocratie, je ne suis pas sûr que lui et ses amis aient des leçons à donner. M. Mélenchon, à LFI, il n'y a pas d'élection, c'est lui qui nomme tout le monde. Donc je ne suis pas sûr qu'en matière de démocratie, ce soit une référence. Ça veut dire que vous auriez préféré que ce soit Bernard Cazeneuve qui soit Premier ministre? J'aurais préféré qu'il y ait une alliance large entre l'ancienne majorité, les Républicains, et puis une partie de la gauche socialiste, la gauche de gouvernement, au service du pays. Car le problème aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde conteste tout le monde pour des raisons partisanes, pour des raisons de posture politique. On oublie les Français, on oublie le pays. Et alors, justement, c'est ce qu'on vous dit, vous oubliez les 11 millions d'électeurs du RN et les 9 millions d'électeurs du nouveau Front populaire. Est-ce que le gros raté de cette coalition, c'est pas justement l'absence de la gauche? Le gros raté? Mais qu'est-ce qui empêche la gauche de gouvernement de venir et d'essayer de trouver des compromis? Ça se fait partout en Europe. Pourquoi? Parce qu'il y a le scrutin majoritaire. Parce que cette gauche, elle est assujettie à M. Mélenchon. Le programme du nouveau Front populaire, c'est celui de M. Mélenchon et de ses amis, et nous n'en voulons pas pour la France. Et puis alors, qu'est-ce qu'on nous a dit aussi? Qu'est-ce qu'on nous dit depuis hier soir? En gros, la caution de gauche, c'est Didier Migaud, ministre de la Justice, numéro 2 du gouvernement. Le problème, vous le savez très bien, Didier Migaud, il a été il y a très longtemps, 14 ans, Parti socialiste. Il en est parti en 2010. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ça avait déjà été une prise de Nicolas Sarkozy à la gauche quand il a nommé à la Cour des comptes. Donc c'est pas sérieux. Oui, mais c'est pas sérieux, vous êtes d'accord? Écoutez, Didier Migaud est un homme respectable. Mais il n'est pas de gauche. C'est pas le PS, c'est pas une prise. Non, mais est-ce qu'il est de droite? C'est pas une prise au Parti socialiste. Non, puisqu'il était à la tête de la HATVP, la haute autorité, et donc il a été président de la Cour des comptes. Il a été parlementaire. C'est un homme d'expérience. Bon. Je ne pense pas qu'il soit utile de faire son procès. Non, la difficulté, c'est qu'on est, dans un système qui est bloqué du fait du scrutin majoritaire. Il faudra réfléchir assez rapidement à installer un scrutin proportionnel. On va en reparler justement. D'abord, donc il y a les critiques de la gauche et les critiques de l'extrême droite. Jordan Bardella, le gouvernement Barnier signe le retour du macronisme et n'a aucun navire.
avenir, pardon, il rejoint Mélenchon. Mélenchon, il dit, vous en avez parlé, il considère aussi que le gouvernement n'a aucun avenir et qu'il sera battu à l'Assemblée. Est-ce que ce gouvernement va pouvoir durer longtemps et est-ce que la réaction de Jordan Bardella ne confirme pas que Michel Barnier et votre coalition sont otages du RN, On est otages du scrutin des Français. C'est les Français qui ont voté. Ils ont donné 143 élus au Rassemblement national. Oui, mais à partir du moment où national. Marine Le Pen et Marine Le Pen, puisqu'elle est présidente du groupe, dit on vote la censure, il n'y a plus de gouvernement. Hein. Oui, mais alors, j'allais dire, qu'est-ce qu'on fait, Frédéric Aziza Je veux dire, quel autre gouvernement est capable de gouverner sans être renversé? Il n'y a pas de majorité. Et alors, qu'est-ce qui se passe en cas de censure? En cas de censure, il faut nommer soit un autre gouvernement, soit renommer un gouvernement avec M. Barnier. Ça, c'est le choix du président de la République. Mais comme il n'y a pas de majorité, je veux dire, encore une fois, il faudrait quand même que les gens de bonne volonté pensent France, pensent français. Je veux dire, il faut trouver des solutions aux problèmes des Français sur la sécurité, sur les agriculteurs, etc. On va parler de ça, mais la censure, vous pensez que c'est possible, une censure? Mais bien sûr, puisque tout le monde... Mais attendez... Ou c'est tout à fait annoncé? Écoutez, il y a 143 députés Rassemblement national. Il y a environ 190 députés de gauche, socialistes, communistes, LFistes, etc. Et puis, il y a 220 députés, en gros, qui font le bloc central. Et alors donc? C'est eux les plus nombreux. Mais personne n'a de majorité. Donc elle est inévitable, la censure? Tout le monde peut tuer tout le monde, voilà. Je veux dire, demain, vous mettez un autre gouvernement, ça sera la même chose. Et donc ça veut dire que, comme le dit Marine Le Pen, il faudra qu'il y ait une dissolution d'autres élections. Ce gouvernement a une durée de vie maximale de encore 10 mois. Juin, c'est la dissolution. Sauf que la Constitution nous dit qu'on ne peut pas procéder à une nouvelle dissolution. Dans 10 mois. Voilà, donc il faudra attendre l'été prochain. Et donc là, c'est voilà. Donc mais attendez. Donc vous vous dites on a une durée de vie maximale de 10 mois. Oui, mais... vous dites oui, hein? Les Français, eux, pendant ce temps-là, ils font quoi? Ils écoutent M. Mélenchon ou Mme Le Pen. Et ils ont des attentes, les Français. Je veux dire, pour leur pouvoir d'achat, le logement, les Calédoniens où il y a toujours le couvre-feu, etc. Eux, ils sont prisonniers de tout ça. Et donc, il faut bien apporter des réponses. Et pour apporter des réponses, il faudrait quand même que les députés qui ont été élus, quelles que soient les sensibilités qui sont les leurs, essayer de trouver des compromis pour apporter des réponses aux Français et pas seulement pour dire « Ah bah si c'est eux, moi je vote pas pour eux et je vais voter contre eux ». Bon, et après on fait quoi? Ça veut dire que dans le cadre notamment du budget, on va parler du budget, et d'éventuels autres projets de loi, vous serez ouvert aux demandes, aux propositions de loi du RN? Écoutez, ça dépend de quoi il s'agit. Aux amendements du RN? Ça dépend des textes. Je veux dire, si c'est des textes... Oui, mais si en ne les acceptant pas, vous empêchez l'adoption de vos textes, qu'est-ce qui se passe? Il faut bien, comme vous dites, qu'il y ait un compromis, un consensus. Ce qui doit être la règle, c'est de voir l'intérêt, la portée des textes, et est-ce qu'ils sont favorables pour la France et pour les Français. Si des textes sont favorables, il faut que les gens les votent, et puis c'est tout. Donc, éventuellement, vous serez ouvert aux propositions, aux amendements du RN? Écoutez, si le RN dit que le ciel est bleu et qu'il est bleu, franchement, de la même façon qu'à gauche, il y a des amendements ou des textes qui peuvent être très positifs, c'est le rôle du Parlement. C'est d'ailleurs dans son action, dans son ADN. Je veux dire, au Parlement, on essaie de trouver des compromis. Alors, compromis, justement, il va falloir trouver des compromis sur le budget 2025. Est-ce que vous croyez vraiment pouvoir passer l'épreuve du budget avec votre coalition et avec Michel Barnier à Matignon? De toute façon, la France aura un budget, quoi qu'il arrive. On n'imagine pas un shutdown comme aux États-Unis où on ne paye plus les fonctionnaires, on ne paye plus l'armée. Oui, mais pour avoir un budget, il faudra peut-être justement entendre ce que vous proposent, ce que vous demandent les oppositions de gauche et d'extrême droite. Non, parce que la Constitution, comme l'année dernière, prévoit que le budget peut être adopté après ce qu'on appelle la 49.3. Oui, mais donc là, il peut y avoir une censure. Voilà. Il peut y avoir une censure. Oui, après, comme on ne peut pas dissoudre, je vous dis, il y aura un budget, c'est tout. Ouais. Donc, il sera voté, ou ça sera par ordonnance, ou ça sera après un 49.3. Il y aura un budget. Et alors, Michel Barnier, quand il est arrivé, le jour de son arrivée, il a dit qu'il n'était pas là pour faire de l'esbrouf. Ce serait quoi de faire de l'esbrouf? Et ce serait quoi de ne pas en faire, notamment en ce qui concerne le budget? Et quand il dit ça, est-ce que ça veut dire que la vérité a été sur le budget, sur la situation budgétaire et financière de la France, a été cachée par le précédent gouvernement, que le budget actuel est insincère? Je crois qu'on n'a peut-être pas assez dit la vérité aux Français.
C'est ce que veut faire Michel Barnier, c'est-à-dire mettre les choses sur la table. Et dire quoi? Qu'on est en faillite? Que la France est un pays en état de faillite? Tout le monde sait qu'on a 3 200 milliards de dettes. C'est-à-dire que chaque Français porte sur lui une dette d'environ entre 30 et 35 000 euros. Chacun d'entre nous. Bon, je veux dire, moi, quand je me réveille et que je vois ça, je me dis que c'est pas forcément formidable. Bon, on a un déficit annuel important. Alors, il y a des raisons à tout ça. Il y a eu la Covid, il y a eu des recettes moindres, etc. Non, mais la question, justement, c'est, quand Michel Barnier dit ça, est-ce que ça veut dire que c'est uniquement le résultat des années Macron, ou est-ce que c'est des décennies de mauvaise gestion de la France? C'était le dernier budget en équilibre, c'était celui de Raymond Barre. Ouais. Donc, c'est pas jeune. Donc, tous les gouvernements successifs depuis une vingtaine d'années ont une part de responsabilité. Ça s'est pas arrangé depuis. Hein. Ça s'est pas arrangé. Petit déficit après, 80. Oui, mais enfin, les Français en ont bien profité aussi. Ils l'oublient rapidement. Ouais. Je veux dire, on a quand même, dans le budget, retiré 35 milliards sans contrepartie. C'est-à-dire la taxe d'habitation, elle a été supprimée. La redevance télé, elle a été supprimée. C'est peut-être été une erreur. Mais oui, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, on l'a rendue aux entreprises la moitié, 4 milliards. Mais il faut revenir là-dessus? Écoutez, on ne va pas revenir dessus, mais tout ça, ça fait environ 35 milliards. Et il n'y a pas eu de contrepartie. Il n'y a pas eu d'économie en face, ni de nouvelles recettes. Donc ça, c'est les années Macron. Et est-ce que vous connaissez quelqu'un qui dit merci pour la taxe d'habitation que je ne paye plus? Ah, bravo pour la redevance télé. Tout le monde s'en fout. Tout le monde considère que c'est normal. C'est une erreur. Hein. Oui, ça a été mal vendu. Et peut-être une décision qui n'a pas été... C'est 35 milliards qui ont été rendus aux Français sans contrepartie, et aujourd'hui, on doit les porter. Alors justement, ça conduit à un déficit, non plus 5,1 mais 5,6 pour cette année, ce qui est colossal. Et comment on est arrivé là? Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire pour pas venir au 3% de déficit, non pas en 2027, mais en 2029 ou 2030? Il faudrait 100 milliards d'économies. Comment on fait? Il faut... 110. Ou 110. Il faut... on n'est pas à 10 milliards près. Hein. Il faut quoi? Il faut réduire les dépenses, ou il faut, d'abord, il faut dire la vérité. Il faut augmenter les impôts? D'abord, il faut dire la vérité. Il faut faire un diagnostic. On ne va pas faire l'autopsie. Enfin, diagnostic, on ne va pas sortir le coup de l'audit. Hein. On sait quel est l'état de la France. Tout le monde s'envoie des chiffres. Déjà, nous, on va faire un débat au Sénat sur la dette. Déjà, pour dire où on en est. Bon, déjà, premier point. Il va falloir revoir la trajectoire. Ouais. Parce que les engagements qu'on avait pris... On précise les choses pour nos auditeurs. Trajectoire, c'est trajectoire... notamment par rapport budgétaire qu'il va falloir envoyer à la Commission européenne, qui a enclenché une procédure de déficit excessif. Donc, quel langage il faut tenir vis-à-vis de la Commission européenne? Déjà, quand vous parlez d'une ordonnance, quand vous allez à Bruxelles et qu'on vous dit vous faites l'objet d'une procédure pour déficit excessif, rien que le terme, déjà, annonce la couleur. Donc, on devait retrouver... le niveau de 3% de déficit du PIB en 2027, c'était l'engagement initial. C'est plus possible, vous venez de le dire. Et donc maintenant, il faut reporter à 2029. Et encore. Et donc, ça veut dire autour de 25 milliards d'économies par an. C'est-à-dire qu'il faut que la France s'engage, et pas par une petite bafouille, Madame Ursula von der Leyen, pardon, on ne fera plus de bêtises. Non, il faut s'engager avec la signature de la France pour que chaque année, on économise au moins 25 milliards d'ici 2029. Alors justement, dans le cadre du budget 2025, puisque c'est dans les jours qui viennent que ça va être annoncé, qu'est-ce qu'il faut faire comme économie et quel impôt il faut augmenter? Je ne vous dis pas s'il faut augmenter les impôts, je vous dis quel impôt il faut augmenter. Alors, faire des économies, ça paraît indispensable. Sur les 25 milliards, par exemple, c'est combien d'économies, combien de hausses d'impôts? Il va falloir supprimer, raboter... Non, mais combien d'économies? 25 milliards. 25 milliards. Minimum. 25 milliards, et donc pas d'augmentation d'impôts? Alors, après, ça, c'est des économies. 25 milliards d'économies, hein. Ouais, et vous les trouvez où? Il faut raboter des budgets. Le coup de rabot, ça n'a jamais marché. Oui, mais il faut que ce soit plus dur que ça. Il va falloir ne pas remplacer des fonctionnaires qui partent à la retraite. Dès 2025. Il n'y a pas de secret, je dirais, comment on fait. Donc, il va falloir faire Quoi moins... encore supprimer un tas d'agences, d'observatoires, etc., qui pensez polluent que ça la vie peut être fait en administrative. quelques semaines, ça? J'imagine que le projet de budget qui va nous être présenté assez rapidement contiendra déjà des mesures. Donc, alors attendez, on précise les choses, c'est important. Suppression d'agences,
Donc là, c'est quoi comme J'ai des autorités. Non, mais autorités, il y en a plein. Il y en a des dizaines et des dizaines. Mais ça fait combien de milliards, ça? Oh, ça peut faire 3-4 milliards, à peu 3-4 près. milliards. Là, il en reste encore Oui, 21, 22. Et hein. il va falloir monter des taux certainement de TVA. Il va falloir jouer Voilà, avec ça les c'est niveaux les de impôts. TVA. Alors, allons-y, TVA. Il y a une décision qui avait été prise pendant les années Sarkozy, c'était la baisse de la TVA sur la restauration. Tout le monde dit que c'était une arnaque totale. Eh ben, ça se regarde. Vous êtes d'accord ou pas? Oui, il faut regarder. Est-ce que ça a été une arnaque, ça? Visiblement, TVA sur la restauration. Il y a beaucoup de restaurateurs qui devaient créer de l'emploi et on ne peut pas dire que ça ait répondu aux attentes. Ou baisser les prix. Hein. Comment? Ou baisser les prix. Ou baisser les prix. Moi, je ne les ai pas vus. Vous habitez Paris comme moi. On n'a pas vu beaucoup les prix baisser. Et donc, vous dites quoi? Il faut la remonter à combien la TVA sur la restauration? Oh, il faut remonter, oui. À combien? Mais là, ça va faire l'objet des débats parlementaires. C'est le principe. Il faut remonter des taux de TVA qui sont aujourd'hui réduits sur la restauration, sur... On va préciser les choses. La TVA sur la restauration pour nos auditeurs, elle est à combien? Oh, je crois que c'est de mémoire, ça doit être 12,5. Oui, donc il faut la remonter à combien? À 20%? 15, 20, oui. 15 ou 20%. Mais ça fait pas beaucoup, il faut le dire à nos auditeurs. Ouais. On cite des pourcentages. Ça chiffre en milliards. Ça fait quelques euros, mais sur la masse de tous les Français... Je me trompe peut-être, hein, il me semble que ça coûte plusieurs milliards par an. Plusieurs milliards par an. Oui, bien sûr. Hein? Bien sûr. En cumulé depuis que ça a été fait, c'est des dizaines de milliards. Mais sur les billets d'entrée dans les spectacles, sur les stades, il y a des taux réduits. Donc là, il faut augmenter la TVA. Oui, aussi. il faut augmenter la TVA, vraisemblablement. Et sur quoi encore? Sur les eaux minérales, par exemple, il y a des taux réduits, c'est quelques centimes, mais ça vous fait avez, la gauche et le RN va vous dire c'est des produits on touche à rien, de première nécessité. Oui, d'accord. Hein? Alors, on verra dans les débats, mais... Sur les boissons sucrées, par exemple, on nous dit depuis des années... Oui, même pour la santé, les boissons sucrées. Hein, mais c'est toujours pareil. Dès que vous touchez à quelque chose, on vous dit « Ah, mais vous allez supprimer des emplois, vous allez gêner des entreprises, la compétitivité, etc. » Mais il faut bien trouver... des recettes. Donc, en tout cas, je retiens une chose qui peut faire débat, hein, l'augmentation de la TVA sur la restauration. Encore une fois, ça fera l'objet de débat, c'est une proposition, on verra bien. Mais vous avez également des recettes nouvelles, il va falloir... nous, ça fait 3 ans, au groupe centriste du Sénat, que nous proposons de taxer les super profits des énergéticiens. C'est ce qu'avait annoncé Gabriel Attal. Hein. Oui, on peut l'élargir aux banques, par exemple. L'élargir aux banques. Ah oui, c'est-à-dire parce qu'ils ont fait beaucoup de bénéfices. Oui, notamment après la Covid. C'est pour ça que... Donc les banques, les énergéticiens, et là, c'est combien de milliards? Ça peut faire 2-3 milliards, ça dépend le taux. Uniquement pour les banques ou uniquement pour les banques? Banques et énergéticiens. Et énergéticiens. Donc 2-3 milliards. Bon. Là, on est, depuis ce que vous détaillez un peu, ce que vous avez en tête, ça fait quoi? 4-5 milliards de gagnés, il en manque 20. Ah oui, mais je sais bien. 20, oui, 20. Il va falloir geler certainement, faire le gel de certaines... mais tout ça, c'est des propositions qui seront discutées. Oui, de certaines quoi? Vous parlez de retraite? Non, pas la retraite. Les retraités, non. Comment dire, sur les tranches de l'impôt sur le revenu, les plus hautes tranches, par exemple. Donc geler quoi? Geler, ne pas indexer par rapport à l'inflation. Ouais. C'est-à-dire que les dernières tranches de l'impôt sur le revenu, les plus hautes, il faut geler, c'est-à-dire ne pas répercuter l'inflation. À partir de quel pourcentage d'imposition? Ça sera l'objet. C'est l'objet de tous les débats parlementaires, les dernières tranches. Hein, mais ça veut dire? Ça peut ramener. Il faut calculer tout ça. Pour l'instant, c'est pas. Est-ce que vous dites comme François Hollande à partir de 4 000 € par mois? Non, riche. Non, parce qu'on touche les classes moyennes et on veut pas toucher les classes moyennes. Et donc, une classe moyenne, c'est jusqu'à quel revenu par an? Les classes moyennes, ça peut aller très loin. C'est les cadres sup, c'est les cadres supérieurs. Ça dépend où ils habitent. C'est toujours pareil. Quand vous êtes un cadre qui habite la région parisienne, vous n'avez pas les mêmes niveaux de prix et de dépenses que si vous habitez en province. Notamment par rapport au logement. C'est pour ça que les problèmes de logement, c'est important. Les problèmes d'énergie, le coût de l'énergie, c'est important. Pour l'instant, ça baisse. Et donc, il va falloir voir tout ça. Mais ce qui est évident, c'est qu'il faut trouver des sources d'économie et il faut trouver des recettes. Alors, recettes, on parlait de la TVA. Hein, il y a les impôts aussi. Impôts sur les sociétés, est-ce qu'il faut y toucher? Oui, faire un super impôt. Alors allez-y. J'ai entendu que le nouveau ministre de l'écononomie parlait de contributions ciblées. Oui, c'est ce qu'il dit dans le JDD et exceptionnelles. Mais alors, traduction? Ça sera l'objet du débat parlementaire. Je ne vais pas inventer ce qu'il va proposer, puisque... Non, mais ciblé, ça veut dire ciblé
C'est les plus hauts revenus, c'est les plus hautes tranches, c'est les super entreprises, c'est les dividendes. Par exemple, le rachat d'actions, où il y a de la spéculation sur des grandes entreprises qui rachètent des actions, qui rachètent leurs actions ou qui les revendent pour des mouvements spéculatifs. Parce que quand vous achetez des actions, vous et moi, on n'a pas vocation à être taxés. En revanche, s'il y a des mouvements spéculatifs qui sont faits par les entreprises elles-mêmes, il faut les taxer. Alors, donc, contribution pour les plus hauts revenus pour les entreprises. Qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce que vous faites au niveau de l'impôt sur les sociétés ? Écoutez, là, il faut être très prudent parce qu'on a relancé la compétitivité des entreprises, l'attractivité de la France, et donc il ne faut pas casser ce mouvement. Donc, il faut faire très attention à ne pas toucher à la productivité des entreprises. Moi, je ne suis pas très favorable, sauf pour les très, très grandes entreprises, mais souvent qui sont domiciliées ailleurs qu'en France. Oui, alors comment on fait par exemple, Total, par exemple. Total Énergie. Total qui a fait des bénéfices énormes, mais qui fait la majorité de ses bénéfices à l'étranger. Est-ce que le risque, c'est pas que ces entreprises, notamment les énergéticiens, aillent à l'étranger ? C'est ce qu'avait menacé, ce dont avait menacé Total, en disant on va aller s'affilier à la bourse de New York, parce que la boîte, elle est donc, quasiment américaine maintenant, Total. Si vous faites ça, vous êtes un ennemi de la France ? Pas un ennemi, non, il défend les intérêts de Total, donc voilà. Maintenant, c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut être extrêmement attentif à ne pas, j'allais dire, augmenter à tort et à travers. Il faut le faire à bon escient, et ça sera tout l'objet des débats parlementaires. Autre question qui se pose, qui est dans le débat. La flat tax, est-ce qu'il faut y renoncer ? Moi, je pense qu'il faut renforcer la flat tax. On précise pour nos auditeurs, la flat tax, ça consiste en quoi ? C'est un impôt forfaitaire maximal qui a plutôt été favorable à ceux qui ont le plus d'argent. Donc il faut aux riches. Et aux ultra riches. Aux ultra riches. D'accord. Et donc on peut augmenter les taux d'imposition flat tax. Donc là, je crois passer qu'on est à 30. Donc passer à 45 ? Non, peut-être pas à 45, il ne faut pas être dissuasif, mais au moins, je sais pas, 35. Au moins 35. Voilà. Et ça peut rapporter combien, ça ? Enfin, ça, on peut le savoir facilement, puisqu'on sait... Et donc, on verra ça, mais c'est pas mortel. C'est pas mortel et c'est dans le débat. Ça touche quand même une catégorie de Français qui sont très privilégiés. Et donc, il vaut mieux toucher... j'allais dire, des individus qui ont beaucoup d'argent que des entreprises dont on pénaliserait l'attractivité et alors, si la vous dites ces gens-là, compétitivité. On va partir. Qu'est-ce que vous leur dites ? Partez ? Écoutez, je pense qu'ils ont quand même un sentiment national. Beaucoup sont attachés à leur pays. Après, vous ne pouvez pas les empêcher d'aller s'installer ailleurs. S'ils partent, vous leur dites bye-bye, c'est ça ? Je le regretterai. L'ISF. Rétablir ou pas l'ISF ? Écoutez, c'est parti. On a même si on précise quand même les choses, on dit que l'ISF a été supprimé, voilà, il y a l'impôt sur l'immobilier, l'impôt sur les grosses fortunes immobilières, qui est une sorte d'ISF. Il faut peut-être revoir les termes de l'IFI pour c'est-à-dire modifier certains barèmes. Mais ça veut dire quoi, modifier certains barèmes ? Il y a des barèmes, et est-ce qu'il faut les augmenter ou pas ? Ça doit faire l'objet des discussions parlementaires. Mais moi, je ne suis pas très favorable à ce qu'on a déjà un gros problème avec l'immobilier dans le pays, avec les diagnostics thermiques, etc., etc. Donc, je pense qu'il faut quand même cibler ailleurs. Cibler ailleurs dans ce dont vous venez de parler. Autre question. Vous êtes sénateur, donc pour vous, les collectivités locales et territoriales, ça compte, ça pèse. Est-ce qu'elles doivent faire un effort, les collectivités locales et territoriales ? Participer à l'effort national. C'est ce dont parle aujourd'hui le nouveau ministre des Finances, Antoine Armand, je pense que tout le monde doit contribuer, mais... De quelle manière ? Alors dites-nous sur les collectivités collectivités locales. Par exemple, en gelant certaines dotations. Là encore. Précisez les choses. Donc dotation des collectivités locales et territoriales. C'est bien ça ? Il y a des dotations. Dotations, c'est-à-dire ? Moi, je pense... Il y a des associations d'élus. Elles ont vocation, elles le font régulièrement, que ce soit l'association des départements, l'association des régions, l'association des maires. Ces associations travaillent ensemble. Je pense qu'il faut qu'elles fassent des propositions. Moi, je pense qu'il faut protéger... Dans les prochains jours, on est d'accord. Oui. Enfin, avant le débat elles ont déjà en stock des propositions. Je veux dire, je pense qu'il faut protéger les communes, et notamment les petites communes, parce que ce sont elles qui sont le dernier rempart
avec la population. Parce que c'est dans la commune qu'il y a les cantines, c'est dans la commune où il y a le sport, l'éducation, la culture, etc., où on aide les familles. Il y a une connaissance fine du territoire français. Donc, d'un côté, les mairies, les communes, vous dites ça, il ne faut pas y toucher. C'est les intercos, c'est peut-être du côté des intercos qui sont un échelon intermédiaire, mal connu, doublon, supplémentaire, et puis au niveau des régions. Interco, région, département. Les départements, c'est beaucoup le social. Il y a beaucoup de social, c'est ça. Oui, 30% des départements rencontrent de graves difficultés financières. À cause du social. Les mineurs non accompagnés, vous avez lié à l'immigration, vous avez un tas de mineurs qui débarquent, qui vont dans les départements, qui doivent être pris en charge, et puis le RSA. Il n'y a pas de limite. Donc, on laisse de côté les communes et les départements, on touche aux on touche. Il faut regarder ce qu'on peut faire côté région. Mais ils doivent faire eux-mêmes des propositions. On peut geler. Est-ce que c'est vrai qu'on peut trouver 15 milliards ? Non, c'est excessif. Combien ? C'est excessif. Et il faut qu'ils nous fassent des propositions, quelques milliards. Mais ça rapporte quelques milliards. Ça peut être quelques milliards, vous savez, c'est comme Raymond Devos. Oui, mais attendez, le budget n'est pas connu. Ouais. Et comment voulez-vous que je vous parle d'un budget qu'on ne connaît pas ? Vous dites qu'il faut 25 milliards. Oui, il faut trouver quelques milliards là-dedans. Ouais. Et donc, ces milliards, c'est plutôt au niveau de ces strates-là qu'on peut les trouver, parce qu'il faut protéger les communes. Alors, dans ce contexte de déficit abyssal, de chasse aux milliards, est-ce que l'abrogation de la réforme des retraites est possible ? Non. Le gel ? Non. Je veux dire... L'amélioration. La retraite, il ne faut pas toucher à ce qui a été fait. On peut penser que c'est insuffisant, que c'est imparfait, ça l'est certainement, puisque le débat n'a pas pu se terminer. C'est d'ailleurs le Sénat qui a permis cette réforme. Et il n'est pas interdit de reprendre la discussion concernant certains aspects qui avaient été censurés par le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire l'index senior, les carrières longue durée ou certains autres aspects. Donc, il faut le améliorer la réforme. Oui. Et ça coûte de l'argent, ça. Écoutez, on verra. Il faut le faire avec les partenaires sociaux. Ouais. C'est indispensable. Et il faut une conférence sociale, je suppose. Il faut parler avec le patronat et les syndicats. C'est à partir de ce dialogue qu'on pourra avoir des propositions. Alors, justement, des propositions des syndicats, en tout cas des partenaires sociaux. Il y a aussi le problème du pouvoir d'achat. La gauche demandait l'augmentation du SMIC à 1 600 €. Est-ce qu'il faut toucher au SMIC ? Écoutez, et comment augmenter les salaires ? Si on pouvait le faire, ça serait formidable. Là aussi, ça doit donner lieu à une concertation entre partenaires sociaux, parce que c'est le patronat qui paye. Justement, j'allais vous poser la question. Est-ce que c'est le patronat, est-ce que c'est les entreprises qui payent, ou est-ce que c'est l'État qui paye ? D'une manière ou d'une autre. Soit jusqu'à preuve du contraire, tous ceux qui sont employés par une entreprise... écoutez, c'est l'entreprise qui paye. Non, mais il y a les charges sociales, aussi. Oui, mais d'accord. Voilà. Mais est-ce qu'il faut baisser les charges sociales ou pas ? Mais ça veut dire que c'est encore une dépense du... C'est pour ça que je vous pose la question. On cherche des économies, et on ne peut pas faire de dépenses. C'est les entreprises qui doivent payer. Donc, s'il doit y avoir des améliorations, ça ne peut se faire que dans le dialogue social entre les syndicats et le patronat. Mais l'État doit regarder, parce qu'il y a aussi les fonctionnaires. Quand vous êtes dans une collectivité, quand l'État dit on augmente les agents municipaux de 10%, c'est l'État qui décide, mais c'est la commune qui paye. Ça veut dire qu'après, la commune doit trouver de l'argent. Alors après, en général... Des communes dirigées, pas tout aussi par la gauche. Et par tout le monde. Et donc il faudra qu'ils payent. La commune, elle fait quoi ? À un moment donné, elle va être obligée d'augmenter les impôts locaux. Donc c'est facile de dire vous augmentez les fonctionnaires. Donc il faut qu'il y ait une conférence sociale, il faut que les syndicats parlent avec le patronat pour savoir ce qui peut être possible. Mais surtout, plutôt que de donner un peu de sous à des gens qui le méritent, encore une fois. Mais on voit bien qu'économiquement, c'est difficile. Il faut voir au niveau des dépenses, c'est-à-dire le logement et l'énergie. C'est-à-dire le logement, c'est environ 35% du budget des familles. Et vous ajoutez l'énergie, ça fait à peu près pas loin de 50%. Donc, quelques euros, même 100 € de plus, c'est bien. Mais je veux dire, si vous avez des dépenses importantes qui augmentent en matière de logement, et en matière d'énergie... Ça dépend aussi de l'endroit où vous habitez. Voilà. Mais comme il y a une tension très forte sur le logement, le risque, c'est que vous ayez des dépenses qui augmentent. Donc, il faut jouer sur la politique du logement et la politique de l'énergie. Alors, dans ce contexte, c'est la question qu'on évoquait tout à l'heure. Michel Barnier, il va devoir
prendre en compte ce que demande le RN, ce que demande aussi la gauche, alors que ce soit sur le budget, sur les finances publiques, aussi sur le régalien, la sécurité et l'immigration, et vous parliez aussi de la proportionnelle. Donc d'abord, on va prendre les sujets les uns après les autres. On a parlé du budget, des finances publiques, régalien, sécurité. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et immigration. Est-ce que Bruno Retailleau, qui a eu des positions très dures, Michel Barnier aussi, l'AME, est-ce qu'il faut toucher à l'AME ? C'est un débat annuel. Non, mais vous étiez opposé au Sénat. Oui, on s'y était opposé. Enfin, pas tous. On peut revoir ce qu'on appelle le panier de l'AME. C'est-à-dire qu'est-ce qui, dans l'AME, vous remboursez un certain nombre de maladies, de soins, de thérapies. Il faut revoir la nomenclature. Bon, il y a peut-être des choses qui peuvent être sorties, voilà. Mais on a toujours été réticents. Pourquoi ? Parce que quand vous avez des étrangers qui viennent dans le pays, qui sont atteints par des pathologies qui peuvent affecter le français, il faut bien faire quelque chose. Si vous avez des gens qui sont atteints... Et puis on ne va pas faire mourir les gens. Oui, on est quand même dans un pays des droits de l'homme. Ouais. Je veux dire, bien sûr, ça coûte beaucoup d'argent. Quand vous dites ça, parce qu'il était président de groupe comme vous, Bruno Retailleau, avant d'arriver à Place Beauvau, quand vous disiez ça, il n'avait pas tout à fait le même œil que vous. Non, mais c'est sur la nomenclature. Donc, qu'est-ce qu'on rembourse, qu'est-ce qu'on rembourse pas. Ouais. Bon, après, il faut revoir on est à 1 milliard à peu près maintenant. Il faudrait redescendre et donc combien, supprimer. 500 millions non, on n'y arrivera pas. Faut combien je ne sais pas, 800 ou 700. Mais c'est surtout une économie de 200 à 300 millions. Il faut voir surtout la nomenclature. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut rembourser ou pas rembourser ? Pas les maladies graves, quoi. Il faut pas toucher aux maladies graves. Non. Aux maladies contagieuses. Je sais pas, il y a quelques années, on a vu réapparaître la tuberculose avec des gens qui venaient de l'Est. Ouais. On ne peut pas laisser des gens se promener dans le métro atteints de la tuberculose. Ouais. Immigration. Immigration, moi, je continue de penser, c'est un sujet qui est sensible en France, mais partout en Europe, et qui a les mêmes conséquences, qui fait monter les populismes. Donc le contrôle aux frontières, par exemple. Comme en Allemagne. On peut, ça existe déjà depuis 2015 chez nous. Il suffit de le pratiquer un peu plus. Mais c'est surtout un problème européen. Parce que, Frédéric, on peut rouler des mécaniques en disant on va faire ceci, on va faire cela. Mais si on ne le fait pas ensemble, je veux dire, quand on a dit aux Maghrébins du Maroc ou d'Algérie, on vous donne moins de visas, d'accord, mais ils passent par l'Espagne. etc. Bon, voilà. Années, et certains partis, LR dit, l'extrême droite dit, il faut faire le contrôle aux frontières. L'Allemagne social-démocrate, a commencé à faire des contrôles aux frontières. Il va falloir recommencer certainement à être plus vigilant aux frontières, mais surtout, il faut avoir un travail européen plus rigoureux. C'est ce qu'on dit depuis des années, mais a priori, pour par LR, exemple, Michel Barnier LR, Bruno Retailleau LR, ça ne suffisait pas. Est-ce qu'ils sont toujours dans cet état d'esprit ? Oui, il faut. Et vous, faisant partie de la coalition, est-ce que vous accepterez qu'on touche à ça ? À quoi ? À l'immigration, au dossier d'immigration. Ça dépend. Est-ce qu'il faut une nouvelle loi ? Ça dépend sur quoi elle porte. Ouais. Moi, je pense qu'il faut faire des efforts au plan européen, parce que, par exemple, et même chez nous en France, il était question de faire les dossiers non plus chez nous, parce que vous avez des gens... Avant qu'ils n'arrivent en France. Avant qu'ils n'arrivent en France, donc, parce qu'aujourd'hui, les gens font leur dossier une fois arrivés. Devant les ambassades, enfin, au sein des ambassades des pays concernés. C'est-à-dire qu'il faudrait faire en sorte que les demandes d'asile ou de visa se fassent dans les ambassades des pays concernés, et que si les gens, évidemment, les obtiennent, ils puissent venir, et s'ils ne les obtiennent pas, ils restent chez eux. Mais maintenant, jusqu'à aujourd'hui, on attend que les gens soient ici, en France ou en Europe, pour faire les dossiers. Et quand quelqu'un voit son dossier refusé, après, ça devient extrêmement dur, parce que comment on fait pour qu'il parte ? Après, c'est des mois et des mois. Et au plan européen, il y a des décisions de la Cour de justice européenne qui disent que quand quelqu'un est en situation irrégulière, il faut attendre qu'il parte, c'est-à-dire de lui-même. C'est un peu compliqué. Bon. Et puis après, il faut l'accord des 27, donc c'est un peu compliqué. Bruno Retailleau, vous l'avez connu, vous le connaissez, je suppose que c'est même un ami. Oui. Donc il était président du groupe LR au Sénat, vous président du groupe Union centriste. Quel conseil vous lui donnez pour réussir ? Est-ce qu'il faut redouter qu'il ne villiérise la place Beauvau ? C'est le thème d'un papier du JDD aujourd'hui. Oui, il a commencé la politique avec Philippe de Villiers, il est entouré de proches de Philippe de Villiers. Est-ce que vous dites que c'est un risque ? Moi, je vois des papiers où on a tendance à
à le diaboliser parce qu'il a été villiériste, parce qu'il a des convictions. J'ai eu l'occasion de le dire. Donc vous parlez bien de Bruno Retailleau. Bruno Retailleau donc on a tendance à le diaboliser. Est un ami. Ouais. C'est un homme qui a de fortes convictions, mais c'est aussi un homme de compromis. Et moi, j'ai travaillé... Et vous dites c'est un républicain. Bien Parce sûr. que vous avez vu ce qu'on a dit, c'est un facho, un raciste. Je m'inscris en faux. Antoine Léaumont, par exemple, dire c'est un raciste. D'ailleurs, il faut... ça, en fascisme, M. Léaumont, il s'y connaît. Ouais. Je veux dire, et chez LFI, c'est une pratique. Donc, je veux dire, très sincèrement, Bruno Retailleau est un ami. Moi, je pense que c'est un homme de conviction. Il s'est trouvé, bien sûr, c'est un républicain. Il s'est trouvé les compromis nécessaires. Et moi qui travaille avec lui depuis bien des années au Sénat, on a pu faire beaucoup de choses parce que on a dialogué et on a trouvé des solutions communes. La nouvelle ministre de l'Éducation, Anne Genetet, vous la connaissez ? Je la connais un peu. Elle n'est pas très connue par les Français, et notamment pas beaucoup par les enseignants, parce qu'elle n'a jamais travaillé sur ces sujets. Est-ce que c'est vraiment de bon augure pour la suite ? Oui, vous savez, René Mounouri, il était garagiste, ça a été un formidable ministre. Il y a un lien entre l'exploitation de garage et l'économie. Oui, mais bon, ce que je veux dire, c'est pas parce que... voilà, vous êtes né aux îles Vierges que vous êtes vierge. Donc, je veux dire, c'est pas... Je comprends pas ce que vous voulez dire. Ben si, c'est pas à l'origine qui fait l'intérêt du boulot. Entre les îles Vierges et la virginité. Oui, non, mais l'éducation nationale, c'est pas forcément parce que vous êtes professeur que vous êtes un bon ministre de l'éducation nationale. Non, mais je vais pas travailler sur ces sujets. Non, écoutez, elle est médecin, je pense qu'elle... Elle est capable Elle pourra soigner l'éducation nationale. Voilà. C'est ça. Alors, autre dossier, on passe de l'autre côté de la Méditerranée. L'actualité a été marquée ces derniers jours par l'offensive d'Israël contre le Hezbollah au Liban, avec notamment l'opération des beepers, vous savez ce que c'est, celle des talkie-walkie et les éliminations ciblées visant des hauts responsables du mouvement terroriste Hezbollah, notamment Ibrahim Akil, qui avait d'ailleurs, puisqu'il est mort, le sang des 58 soldats français et des 241 soldats américains tués en 1983 au Liban. Alors, est-ce qu'il faut blâmer ou est-ce qu'il faut remercier Israël pour avoir su se défendre contre l'action terroriste du Hezbollah et pour avoir vengé ces 58 soldats français, nos soldats, et les 241 soldats américains? Qu'est-ce que vous dites? Oui, bien sûr. Bien sûr quoi? Bien sûr qu'il faut féliciter Israël. D'abord, on a beaucoup mis en cause les services israéliens en disant vous n'avez pas vu venir le 7 octobre. Ça, c'était un constat, tout le monde l'a fait. Voilà. Mais je pense que effectivement, c'est blâmable, mais je pense qu'Israël se rattrape et montre qu'il y a une supériorité. Et moi, je salue. Bah oui, je salue. Bravo Tsahal. Je salue l'action... Bravo le Mossad. Je ne sais pas si c'est le Mossad, je sais pas. Je salue l'action des services israéliens parce que c'est une prouesse. Ce qu'ils ont fait, c'est une prouesse. Bon, maintenant, ça permet aussi de voir l'organigramme du Hamas. Hamas ou du Hezbollah? Du Hamas et du Hezbollah. Le Hezbollah, c'est des cousins, oui. Cousins terroristes. Tous ceux qui étaient détenteurs... de ces beepers ont certainement quelque chose à voir de près ou de loin avec le Hezbollah au Liban. D'ailleurs, c'est tellement vrai que personne n'a pu approcher dans les hôpitaux les blessés. Si, on a vu une interview d'un terroriste, puisque c'est un terroriste d'Hezbollah, qui a dit « Moi, j'étais responsable du service sportif de la formation sportive du Vous voyez, il y a même une action sociale au Hezbollah. Il a perdu une main. Il a perdu une main. Et il dit aussi, c'est important d'écouter cette interview, parce qu'il dit aussi, on lui demande pourquoi vous utilisez des beepers, parce que quand on fait des actions en secret, il ne faut pas qu'on puisse être suivi et localisé. Voilà. Donc ça a été utile. Moi, je salue le travail qui a été fait par les services israéliens. Et effectivement, la disparition de M. Akil venge un peu la mort des soldats américains et français du Drakkar, qu'on a un peu oublié. 58 soldats du Drakkar, 83. Et parachutistes. 41 ans. Bon, au moins, j'ai une pensée pour eux parce que quelque chose a enfin été fait aujourd'hui. J'ajoute que j'ai toujours une pensée... évidemment, comme vos auditeurs et comme vous, puisque vous portez le badge,
pour nos otages, Mmh. parce qu'on a toujours des otages qui sont détenus par Par le Hamas, ouais. le Hamas, et que malheureusement, chaque fois qu'on en retrouve, ils sont morts. décédés. Alors, LFI, par la voix de Mélenchon et les élus LFI et les élus de la France insoumise, accusent Israël par rapport au Liban de massacrer la population civile libanaise. Qu'est-ce que ça vous inspire? Mais on sait très bien que dans toutes les guerres, il y a forcément des victimes civiles et tout le monde le regrette. Évidemment, c'est pas fait pour ça. Mais les Libanais sont captifs, si je puis dire, de l'activité du Hezbollah. Mmh. Le Hezbollah a pris en otage le Liban. Mmh. Et aujourd'hui, évidemment, il y a des Libanais qui souffrent de cette situation et qui sont tributaires. Parfois même, ils le payent, puisqu'il peut y avoir des victimes, des blessés, voire des décès. Mais encore une fois, ce qui arrive, c'est lié à une attaque du Hamas le 7 octobre de l'année dernière. Mmh. On ne peut pas dénier à Israël le droit de se défendre. Et donc de se défendre évidemment contre le Hamas, mais de se défendre aussi contre le Hezbollah, qui bombarde encore cette nuit Israël. Mais justement, hein, c'est ça, on a vu encore le Hezbollah bombarde Israël, envoie des roquettes, des missiles depuis le 8 octobre, donc ça fait presque un an, et puis il y a eu un déluge de feu sur Israël cette nuit. Oui, mais donc tout il faut dire, est-ce que vous comprenez la volonté d'Israël d'en finir avec le Hezbollah et ces menaces de destruction soutenues par l'Iran? J'allais vous dire, derrière tout ça, c'est la main de l'Iran. Ouais. Parce que le Hezbollah, d'accord, le Hamas, d'accord, les Houthis du Yémen, qui sont quand même dangereux pour la navigation maritime, et puis pour les fusées qu'ils envoient eux aussi sur Israël. Mais derrière tout ça, il y a, pardon de le dire, un grand Satan qui est l'Iran. Et donc la pression, elle doit se faire sur les Iraniens. C'est pas nouveau. Donc pour vous, le grand Satan, c'est pas les Américains et Israël, c'est l'Iran. Bah bien sûr. Hein puisqu'eux disent... oui, pour eux, il y a le grand Satan, les Américains, et le petit Satan, Israël. Donc la main qui est derrière toutes ces organisations terroristes et qui veut quoi? La destruction d'Israël. Ouais. Hein, c'est pas une guerre comme ça, comme en Ukraine, comme en Arménie. Bon, ils veulent la destruction, c'est-à-dire la négation d'un pays démocratique qui existe. Bon, et donc c'est pas acceptable. Et la pression, elle doit se faire sur les Iraniens. Et comment vous expliquez que depuis un an, puisqu'on arrive bientôt au 7 octobre, c'est le narratif du Hamas qui a fini par s'imposer? Parce que dans nos pays, vous avez des organisations comme LFI, dont le leitmotiv est la situation à Gaza et en Palestine. Il ferait mieux de s'occuper aussi de ce qui se passe en Europe et dans nos pays. Je voyais des images vidéo de Mme Greta Thunberg, égérie de l'écologie, qui passe son temps maintenant à défendre le Hamas et à défendre tous ceux qui sont contre Israël en Palestine. C'est insupportable. Et est-ce que vous dites, comme un certain nombre de politiques, de commentateurs, que la France insoumise a une responsabilité colossale dans la montée de l'antisémitisme depuis 7 octobre et que LFI, ses élus et Mélenchon mettent en danger les juifs français? Oui, parce qu'ils ont importé... Oui, quoi? Oui, ils sont responsables. Oui. De quoi? Ils contribuent à alimenter l'antisémitisme dans notre pays en important... Et vous parlez de qui? De LFI, de M. Mélenchon, qui a fait un choix politique, pensant, chacun le sait maintenant, c'est un choix délibéré, de flatter un certain nombre de communautés dans nos cités, de communautés musulmanes dans nos cités, pour récupérer un vote qui est celui de ces communautés. C'est-à-dire qu'ils considèrent que dans ces communautés, c'est l'antisémitisme qui prévaut? Non, mais en tous les cas, il y contribue en l'agitant et en rendant Israël et les Juifs responsables, alors que on voit bien que ça n'a rien à voir. Et alors, Rima Hassan, qui avait contribué à faire de la Palestine le thème central de la campagne de LFI, de la campagne européenne de LFI, continue depuis son élection comme députée européenne à attiser le feu. Je dis bien attiser le feu. Je vous lis son dernier tweet, c'était hier. Il est grand temps de se rassembler devant l'ambassade d'Israël, c'est Rima Hassan qui parle. Il est grand temps de marquer une rupture totale avec Israël et tous ses soutiens. Il est grand temps de boycotter massivement tout ce qui est de près ou de loin normalise le génocide et les crimes en cours en Palestine. Et elle dit, Rima Hassan, la peur doit changer de camp. Ceux qui doivent avoir peur sont ceux qui soutiennent un génocide, pas ceux qui le dénoncent. Un commentaire?
Oui, je commente plus Madame Hassan. Alors, une autre question. Rima Hassan, c'est quoi? Une députée de la République ou une ennemie de la République? Un danger par la République? Une antisémite forcenée, Rima Hassan? Visiblement, chacun de ses propos est teinté d'antisémitisme. Les propos de Rima Hassan. Oui, elle devrait davantage s'occuper de ce qui se passe en Iran, par exemple, où les femmes sont attaquées par le pouvoir. Elle devrait s'exprimer davantage sur toute l'oppression qui existe dans un certain nombre de pays arabes. Dont la Syrie où elle est née. Hein. Oui, la Syrie où elle est née. Donc voilà, moi je ne veux pas faire la publicité. Et pourquoi vous dites que tous les propos, chacun des propos de Rima Hassan est teinté d'antisémitisme? Parce que c'est comme beaucoup de responsables LFistes, c'est encore une fois un choix délibéré. Donc moi je ne veux pas faire de publicité à Mme Rima Hassan. Dernière question. Qu'est-ce qui est le plus dangereux aujourd'hui pour la démocratie, pour la France? C'est Marine Le Pen ou c'est Jean-Luc Mélenchon? Vous me posez la question chaque fois. C'est parce que vous pouvez évoluer avec le temps. Je veux pas intervenir dans un match entre Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon. Ouais. J'ai une idée, mais je la garde pour moi. Ça m'intéresse. Non, je la garde pour moi. Parce que vous pensez que c'est Mélenchon. Comment? Vous pensez que c'est Mélenchon? Je la garde pour moi. Eh ben, on va essayer de deviner quelle est votre idée. Merci en tout cas, Hervé Marseille, d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J. Merci. Et à dimanche prochain. Merci. Merci, Frédéric.